Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour ce webinaire dédié à l'épargne salariale. On est dans le cadre de la semaine de l'épargne salariale, une semaine chaque année pour mettre en lumière la manière dont l'épargne salariale contribue au dialogue social entre entreprises et salariés. Pour le Forum pour l'investissement responsable, c'est naturellement un moment important puisque parmi les fonds qui sont proposés à l'ensemble des salariés, il y a aussi naturellement des fonds responsables, des fonds que l'on souhaite de plus en plus responsables. Cette année, événement un peu particulier, le Forum pour l'investissement responsable a décidé de déposer 12 questions écrites auprès de chacune des sociétés du CAC 40 et 2 portent sur l'épargne salariale, avec d'une part une question sur l'intéressement et d'autre part une question sur les fonds qui sont proposés aux salariés. C'est un peu le thème de ce que nous allons voir aujourd'hui, avec deux personnes, deux experts. D'une part, Martine Léonard. Martine, bonjour. Bonjour. Donc, Martine est l'un des membres éminents de la commission dialogue et engagement du FIR qui a posé et exploité ces questions. Elle est membre de la Société française des analystes financiers et c'est elle qui a finalement fait ce travail patient d'analyse des questions, des réponses pardon, des sociétés du CAC 40. Elle vous en dira plus dans une seconde. Et puis avec nous aujourd'hui, Natacha Seguin du CES. Le CES, c'est quoi, Natacha? Bonjour à toutes et tous. Donc le CIES, c'est un forum de travail en fait entre les 4 organisations syndicales, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et la CGT, qui ont souhaité, s'associer pour, comment dire? Pour, porter un certain nombre de revendications. Le fait que, l'épargne des salariés appartient aux salariés et que donc ils ont leur mot à dire sur la manière dont elle est, gérée, à l'intérieur des entreprises, qu'il faut utiliser cette épargne pour promouvoir, un modèle d'entreprise, plus responsable, que ce soit sur le volet social ou environnemental. Donc on a créé, il y a une vingtaine d'années, un label qui aujourd'hui, est parmi les 4 labels, de la finance responsable, un des labels les mieux implantés, pardon. Hem, tous les ans, on envoie aux gestionnaires, de fonds labellisés une note avec des thématiques qu'on souhaite porter, particulièrement, cette année, des entreprises qui sont sous le scope, de notre, regard. Et on a aussi un volet, une forme d'activisme actionnarial, si on peut dire, ou d'engagement actionnarial, puisque les organisations syndicales qui sont membres du CIES, demandent aux gestionnaires de fonds, de voter, dans les assemblées, générales, sur des motions autour du partage de la richesse, et de la politique, de responsabilité sociale des entreprises. Voilà, donc en 2020, c'est 19 milliards d'euros qui sont, présents dans des fonds, labellisés, CIES, auprès de 11 sociétés de gestion. Voilà. Merci Natacha. On aura l'occasion de revenir sur les différentes questions que pose notre étude avec vous. Donc, avant de passer la parole à Martine Léonard, donc juste quelques éléments euh, importants. Donc, le Forum pour l'investissement responsable a posé 12 questions. Nous allons bientôt rendre compte de l'ensemble de nos travaux qui permettra de savoir un peu. D'ailleurs, puisque à travers ces 12 questions, on a traité beaucoup des questions de RSE, finalement, le CAC, où en est-on? Est-ce que le CAC est responsable? Est-ce qu'il est un peu? Est-ce qu'il est beaucoup? Tout ça, nous le verrons bientôt. Et en fait, nous allons juste dévoiler les réponses du CAC 40 aux deux premières questions, à deux des 12 premières questions, donc sur l'épargne salariale, avec, je le rappelle, du côté de l'épargne salariale, deux mécanismes différents. D'une part, un mécanisme de revenus, de rémunération du travail, c'est le cas de l'intéressement, de la participation. Et puis d'autre part, et c'est la spécificité de ce mécanisme, un mécanisme d'épargne, puisque une partie de cette rémunération est fléchée vers des supports d'épargne.
Et donc, dans les questions que le forum a posées aux sociétés du CAC 40, il y avait bien une question sur la rémunération, notamment à travers de l'intéressement, et d'autre part sur les supports d'épargne dans lesquels cette rémunération se déverse, voire qui est complétée par des abondements de l'employeur, qui est donc lié aux supports qui sont proposés, avec, pour le FIR finalement, de viser. Côté de l'intéressement, l'idée, mais on va y revenir tout de suite, c'est de voir comment cette rémunération permet aussi de développer des rémunérations assises sur des critères extra-financiers. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours avec les dirigeants d'entreprise à qui on demande qu'une partie de leur rémunération soit assise sur des critères extra-financiers. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est vrai aussi pour les salariés? Et puis la deuxième chose, qui est sur les fonds responsables, qui est, ben voilà, les entreprises choisissent par accord entre employeurs et salariés, mais avec une part importante naturellement aussi de la décision chez les employeurs, des fonds qu'elles proposent à leurs salariés. Est-ce que ces fonds sont bien responsables? Voilà. Pour répondre à cette question, Martine Léonard, qui a donc posé et suivi les questions. Martine, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup, Alexis. Alors, nous avions posé une question simple qui va s'afficher bientôt sur votre écran. Dans le cadre des formules des accords d'intéressement dont bénéficient les salariés en France, prenez-vous en compte des critères environnementaux et sociaux? Donc, nous espérions avoir une réponse oui ou non. Et si oui, quels critères? Et puis, nous comptions éventuellement voir si ces critères avaient une cohérence avec ce que nous connaissions des entreprises. Et enfin, savoir dans quelle proportion ces critères influaient sur l'intéressement des salariés. Alors, on a un CAC 40 qui est responsable à une bonne moitié, si je puis dire, dans la mesure où nous avons, et c'est la slide suivante, nous avons 22 groupes qui ont des critères environnementaux ou sociaux, et parfois et ou sociaux, dans la formule de leurs accords d'intéressement. Alors, dans ceux qui ont répondu qu'ils n'en avaient pas, soyons justes, disons que certains nous ont répondu que c'était en cours de discussion, mais pas encore implémenté. Et donc, nous attendons avec grande impatience les résultats à l'enquête de cette année pour voir comment cela aura été implémenté. Pour ceux qui ont des critères sociaux, environnementaux, 5 ont des critères sociaux. C'est avec peut-être un petit peu de surprise, finalement, la catégorie la moins importante. Et ce sont Airbus, Atos, Bouygues, Hermès et Total. 6 ont des critères environnementaux, mais pas sociaux. AXA, Carrefour, Kering, Orange, Renault et Veolia. Et 11 ont les deux. Donc, ce sont pour nous, finalement, les bons élèves. Encore faut-il regarder ce que c'était que les critères retenus. Donc, ce sont Air Liquide, BNP, Capgemini, Crédit Agricole, LVMH, Michelin, Safran, Saint-Gobain, Schneider Electric, Société Générale et Vinci. Alors, une mention particulière tout de suite, car nous n'y reviendrons pas, sauf si vous avez des questions, pour Schneider Electric et Crédit Agricole, qui en fait ont mis en place un indice composite qui intègre l'ensemble des critères et qui, pour ce qu'on en connaît, parce que c'est public, est très complet. Et puis, Société Générale qui s'est fondée sur une notation externe, donc d'une agence de notation extra-financière externe, et qui là aussi a beaucoup de critères et donc tout est pris en compte. Et pour les autres, donc, on a des critères un peu plus classiques qui pour le social, vont de la sécurité au travail, sujet vraiment extrêmement fréquent et logique,
à la part des salariés handicapés, à l'absentéisme, à l'apprentissage, et puis à des formations spécifiques du type éthique des affaires ou cybersécurité, par exemple. Dans l'environnement, là aussi, des critères classiques, la consommation d'énergie ou bien les émissions de CO2, le volume des emballages, évidemment espéré en baisse, la valorisation, le recyclage des déchets, la conduite responsable, et puis on a bien noté la consommation de papier, même si ce n'est pas le critère que nous aurions souhaité avoir régulièrement. Donc, vous voyez des critères relativement classiques qui paraîtront sans doute peu originaux, mais dont on peut voir derrière une grande prudence des partenaires sociaux, donc tant en management qu'organisation syndicale, pour ne pas aller vers l'aventure, prendre des critères connus et reconnus, et puis des critères que l'on sait mesurer. Et donc, sans doute, je vais passer la parole à Natacha là-dessus, peut-être pour une brève réaction, sans doute une volonté de ne pas pénaliser les salariés avec les critères retenus. Natacha, qu'est-ce que tu en penses? Moi, effectivement, il y a plein de questions qui nécessitent une réaction de Natacha Seguin. D'abord, sur les critères eux-mêmes, j'ai vu dans la liste la sécurité au travail, côté organisation syndicale. Est-ce que ce type de critère est bien reçu? Alors, j'allais dire, Alexis, oui et non. Enfin, c'est le critère le plus connu, ça c'est un fait. Après, excusez-moi, je suis pas, voilà. J'allais dire oui et non parce que, comme tu le disais tout à l'heure en introduction, en fait, dans les accords d'intéressement, l'idée de base, c'est quand même de redistribuer une partie de la richesse créée, par l'entreprise, entendue comme ses salariés, sa direction, ses actionnaires. Et donc, l'idée, c'est quand même de faire le lien entre les critères sur lesquels, les salariés peuvent peser et en quoi ces critères-là contribuent à la performance financière de l'entreprise. Donc du coup, par rapport aux critères qui sont mentionnés par Martine, il y en a certains qui m'étonnent un peu parce que, si on peut évidemment n'être que favorable à l'augmentation du nombre de travailleurs handicapés dans les entreprises, c'est compliqué pour un salarié, de peser sur les modes de recrutement, les décisions de recrutement des entreprises, des directions d'entreprise par rapport à la question du handicap. Et sur la question de la santé et la sécurité, quand on voit les résultats assez, dramatiques, en termes d'accidents, de travail, d'accidents mortels dans certains secteurs, on ne peut que, heu, accueillir favorablement ce critère d'intéressement. Après, ça pose la question de, encore une fois, quels moyens les salariés et leurs représentants ont pour peser sur l'amélioration j'allais dire, des scores en matière de santé et sécurité. Hem, il y a, alors là, c'est plutôt avec ma casquette comment dire? De salarié du groupe Alpha, on voit que, la tendance est parfois de placer sur l'individu, au travail, la capacité à agir par rapport à la santé et à la sécurité, en laissant de côté, la question de l'organisation du travail, de la répartition de la charge de travail et ainsi de suite. Donc je pense que ce qui est compliqué et moi je remercie le FIR d'avoir invité le CIES à participer à ce webinaire, c'est de faire le lien entre cette question de la redistribution de la richesse, comment l'action des salariés et de leurs représentants dans l'entreprise peut participer à la création de richesse, mais après quel levier on a pour peser sur les critères, de l'accord d'intéressement, ça, pour nous, c'est vraiment le gros sujet. Donc autant il y en a certains, on voit bien,
Par exemple, comment dire, la participation à des formations, aux mécanismes de protection comment dire, la pratique des affaires des entreprises. Les salariés ont un moyen d'agir là-dessus en se formant, autant il y en a d'autres sur lesquels c'est plus compliqué pour eux de peser sur ces critères-là. Merci. J'avais souvenir qu'un certain nombre d'organisations syndicales aussi se plaignaient beaucoup des critères liés à la sécurité au travail pour éviter la sous-déclaration, ou en tout cas la pression à la sous-déclaration. Moi, ce que j'en retiens en tant que représentant d'investisseurs responsables, c'est que autant c'est un bon critère pour les dirigeants, pour la rémunération des dirigeants, les intéressés au fait qu'ils appliquent des consignes pour préserver la santé des salariés, éventuellement d'ailleurs avec des clauses de récupération, si jamais, par exemple, ils étaient condamnés pour non-déclaration d'accident du travail par les tribunaux, mais qu'en tout cas, il y a discussion sur le fait qu'il y ait une pression collective, parce que c'est la rémunération de tous à la sous-déclaration des accidents du travail. L'autre question qui a été effectivement posée par Martine et qui est importante, c'est finalement, comment est-ce qu'on fait pour avoir des critères mesurables? Et là-dessus, votre expérience, Natacha, peut nous être utile. Bah, ça effectivement, c'est la deuxième, c'est la deuxième petite épine hein, dans tous ces mécanismes. C'est que, ce que nous on constate, en tant que représentants des salariés, c'est qu'il y a un vrai enjeu autour du contrôle de gestion sociale des données qui sont produites dans les entreprises, puisque quand on soumet par exemple aux représentants des salariés le contenu des rapports RSE et la performance sociale de l'entreprise, parfois ils ne se reconnaissent pas du tout dans les chiffres qui sont, ou pas du tout, ou en tous les cas, il peut y avoir un écart entre leur appréciation à eux de la situation, de la situation sur tel et tel critère et ce qui est produit par l'entreprise. Donc nous, comment dire? Ce qu'on prône, c'est que les salariés participent à la définition des indicateurs et qu'effectivement après ils aient un pouvoir de «contrôle» entre guillemets sur les données qui sont produites parce que, il peut y avoir des écarts de définition. Hem voilà, qui sont pas nécessairement, bien comprises, y compris du côté du management et c'est effectivement c'est un vrai souci. Mais on peut se dire pour reprendre ce que disait Martine tout à l'heure, il y en a 18 si on reprend les résultats du FIR qui n'ont pas de critères, sociaux ou environnementaux dans leurs accords d'intéressement. Il y en a aussi un peu plus de la moitié qui en ont, donc tout ça va dans le bon sens, mais on voit qu'on est encore loin du compte et que les questions qui se posent par rapport à la mesure des réalisations sociales ou environnementales, finalement, ces questions-là ne sont pas beaucoup différentes de celles qui se posaient il y a un peu plus d'un siècle sur les indicateurs financiers et économiques des entreprises. Merci beaucoup. Donc, sur cette première question, vous l'avez compris, comme il est extrêmement important que les entreprises soient résilientes et que ça passe aussi par l'association à la fois de leurs salariés, de leurs sous-traitants, mais aussi de l'intérêt qu'elles portent aux questions environnementales. Le fait qu'il y ait un alignement ou un réalignement complet de l'entreprise, non seulement sur la performance financière, ce qui se fait assez souvent, mais aussi sur les autres dimension, c'est quelque chose qui pourrait se lire un peu plus souvent dans les grandes entreprises, encore plus fréquemment que dans les petites, puisqu'elles ont les moyens de construire des indicateurs, de les suivre et de les discuter avec leurs représentants. Et puis la deuxième question que nous avions posée, Martine, concernait les fonds. Martine, je pense que on ne t'entend pas, je pense qu'il faut que tu... Martine, je pense qu'il faut que tu démutes ton micro. Voilà, là c'est bon maintenant, j'imagine. Bon, pardon. Nous avions donc une question toute simple et extrêmement précise. Dans le cadre de l'épargne salariale,
quelle est la part des fonds qui bénéficient d'un label responsable? Et on en a cité 4, le label CIES, le label Finansol, le label Greenfin, donc finance verte, et le label ISR, investissement socialement responsable. Alors, nous aurions dû nous livrer à une petite explication de texte dans la mesure où certains, visiblement, ne savaient pas forcément ce qu'était un label. Alors, précisément, si on parle des produits bio, quand on vous dit j'ai un produit bio et j'ai un produit labellisé bio, vous voyez juste qu'il y a une petite différence. Et si on va plus loin, qu'on vous dit que vous avez mangé un repas bio, vous vous attendez à ce que toutes les composantes de votre repas soient bio. Eh bien, dans l'épargne salariale, nous aurions pensé que c'était à peu près la même chose. Visiblement, ça n'a pas été le cas de tout le monde. Et donc, dans certains cas, nous avons eu des réponses fausses parce qu'on savait très bien que le fonds cité n'était pas labellisé. Ou bien dans certains cas, nous nous sommes aperçus que le fonds cité était un fonds labellisé et que l'entreprise visiblement ne le savait pas. Et puis dans d'autres cas, on nous a cité des fonds qui avaient simplement des parties de label. Alors, donc nous avons essayé de rétablir les réponses et sommes arrivés à la conclusion que de façon quasi certaine, 17 groupes proposaient des fonds avec label. Seulement 17. Et les 2 labels les plus importants sont le label CIES. 13 groupes proposent des fonds avec label CIES à leurs salariés. Le label Finansol à égalité, là aussi, c'était dans 13 groupes. Et puis, 5 groupes proposent des fonds avec le label ISR. Nous ne pensons pas avoir répertorié des fonds avec le label Greenfin et donc pour cela, il n'est pas cité. Alors là, les meilleurs s'affichent devant vous. Ce sont ceux qui ont le plus de labels, c'est évident. Et donc, vous voyez que par ordre alphabétique, nous avons BNP Paribas, nous avons Essilor Luxottica et nous avons Legrand. Alors, on doit encore donner des précisions. Parfois, ces groupes ne le proposent que pour une partie de leurs salariés. Et effectivement, nous savons bien que les accords d'épargne salariale sont faits de telle façon que parfois, ils sont valables seulement pour une partie d'un groupe parce qu'il y a une histoire ou une problématique particulière et que donc on a segmenté les groupes, ce qui est le cas très précisément par exemple d'Essilor Luxottica où visiblement la partie Luxottica était pour cet aspect bien plus précise que la partie Essilor, et c'est Luxottica qui apporte les trois labels au groupe et donc tous les salariés du groupe n'en bénéficient pas. Que dire bah, vous voyez que certains groupes semblent ne pas avoir beaucoup de labels, mais sont cités, hein, comme par exemple Air Liquide, Atos, Carrefour. En fait, on remarque pour ces groupes, comme pour beaucoup d'autres, le syndrome grande entreprise. Et par là, je veux dire que certaines grandes entreprises ont souhaité offrir à leurs salariés des fonds qui portent leur marque, c'est-à-dire qui portent le nom de leur entreprise et qui soient très, très adaptés à une réflexion interne
Et de ce fait, ils ont des fonds avec des parties de label, mais qui du coup ne détiennent pas ce label, puisque comme dans le cadre du repas bio, eh ben, pour être totalement labellisé, il faut avoir des labels absolument sur toutes les parties. Voilà ce qu'on peut vous dire. La part de l'épargne salariale labellisée reste difficile à mesurer. On a une moyenne qui se situe sans doute autour de 20%, mais c'est un chiffre qui demande à être vérifié. Et donc, cette année, nous allons nous atteler à cette tâche. Merci beaucoup, Martine. Donc, vous avez compris qu'en fait, l'extension du domaine de la lutte est encore important, d'une part avec plus de salariés à couvrir et d'autre part au sein des populations salariées couvertes avec plus de fonds offerts aux salariés à labelliser, puisque vous savez qu'il y a légalement au moins toujours 3 fonds avec des profils de risques différents. Et donc, ce que le forum attend, mais comme je pense l'ensemble des parties prenantes, c'est que l'intégralité des fonds couvrant l'ensemble des salariés soit bien responsable. Une réaction, Natacha, sur cette étude? Bah, on peut faire cocorico par rapport au label du, au label du CIES. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Après, euh, c'est vrai que on est sur un sujet qui est quand même très, très technique. Ça, moi-même n'étant pas une experte de ces sujets-là, je mesure tous les jours comment dire, la question technique qui tourne autour de l'épargne salariale. Je pense il y a un enjeu de formation aussi, à la fois du côté des directions comme des organisations syndicales et des prestataires. Parce que j'imagine que pour les acteurs financiers qui sont chargés de vendre ces fonds, il y a le même enjeu de formation que pour le conseiller financier d'une petite agence en expliquant quels sont les tenants et les aboutissants de ces labels. Parce que Martine disait qu'il y a tout un enjeu autour de la distinction finalement et de comment on l'appréhende. C'est vrai que quand on n'est pas de la partie, c'est compliqué de pouvoir apprécier en fait les apports des labels. Alors le CIES, on a une particularité, c'est vraiment la dimension sociale, donc ça nous distingue un petit peu des autres, mais c'est vrai que dans le champ environnemental, je pense que pour les épargnants, c'est plus compliqué de faire la différence. Et puis, après, il y a aussi la question que je voulais pointer, c'est que dans beaucoup d'entreprises, on se rend compte aussi que ce qui est très porté finalement par la direction, c'est d'orienter vers l'épargne vers le fonds qui comporte les actions de l'entreprise, en fait. Parce qu'on a vu ça avec Danone ou avec Engie, comment dire, la dimension épargne salariale et actionnariat salarié, en fait, est importante dans les stratégies actionnariales et dans la stabilité des entreprises. Donc je ne suis pas étonnée qu'il n'y ait pas plus de fonds d'épargne salariale qui soient labellisés, parce que l'histoire est vraiment en train de se faire, mais il y a encore du chemin à mon avis. Alors, même pour rebondir sur ce que Natacha vient de dire, certaines entreprises nous ont répondu qu'elles n'avaient pas de fonds labellisés, mais nous ont répondu qu'elles avaient un fonds labellisé qui était le fonds investi en titre de l'entreprise, très exactement. Bon, alors, on comprend bien la logique, mais en tout cas, ce n'était pas la réponse que nous souhaitions. Effectivement, sur ces sujets, des questions de risque pris par le salarié s'il est investi sur son travail et sur son épargne dans les mêmes supports. Et puis, naturellement, si on parle de responsabilité, il faut pouvoir choisir activement, et donc un tiers choisit activement, un gestionnaire d'actifs choisit activement des titres dans lesquels il croit.
qui se distinguent par leurs pratiques environnementales et sociales. Et ça, naturellement, ce n'est pas possible quand il y a un seul titre, celui de l'entreprise dont on est membre. Ce qui veut dire que ça d'ailleurs n'annule pas forcément l'intérêt d'avoir un plan d'actionnariat salarié pour les entreprises, mais en tout cas, c'est difficile de dire que c'est responsable, puisque et finalement, que l'entreprise soit responsable ou non, le salarié investit dans sa propre entreprise et donc il n'y a pas cette dimension de choix. Martine, ta sensation sur ce qu'il faudrait faire pour étendre un peu le champ de la responsabilité, puisqu'on l'a vu, tous les salariés ne sont pas couverts et quand des fonds sont proposés, ce n'est pas forcément tous les fonds, voire une petite fraction d'entre eux. Ce qui est assez curieux avec des autres grandes entreprises qui ont un discours très offensif sur la RSE et qui là ont un choix facile à faire. Il suffit d'aller voir son prestataire. Tous ont des fonds responsables et des fonds labellisés. Et donc, comment expliquer cet écart et qu'est-ce qui fait que finalement, il y ait aussi peu de fonds labellisés? Oui, alors de la même façon, j'ai été étonnée. Ce qui me semble, c'est que ce serait très important au moins pour un DRH, d'avoir une vue globale de l'ensemble de l'épargne salariale et des choix des salariés. Et donc, je pense que ce serait très bien qu'ils se donnent les moyens de cette vue globale, ne serait-ce que dans le cadre des négociations. C'est important. L'autre point qui me paraît très, très, très important, et on devrait faire le lien aussi avec les critères retenus, ce serait, puisque beaucoup de ces entreprises s'en sont dotées, de réfléchir à faire le lien avec la raison d'être. Derrière la raison d'être, il va y avoir un reporting, des critères, et la raison d'être est en principe un choix de la direction d'entreprise et des salariés. Et donc, je pense qu'on devrait réfléchir à discuter tous ensemble de cela. Et l'épargne salariale labellisée est un bon moyen de mettre en avant les sociétés qui ont les choix les plus cohérents. Parce que dans les choix des gestionnaires, il y a une sélectivité importante qui devrait être sans doute mieux connue. Et donc, je pense que ça ferait bien avancer. Alors, vous savez que le label ISR va sans doute être revu. Et peut-être est-ce une façon y aurait-il là une façon de prendre en compte tous ces éléments? Donc, je n'ai pas de réponse précise. Je comptais d'ailleurs demander à Natacha si elle voyait si elle avait pu, elle, identifier des freins. Bon, pour ma part, les freins identifiés sont les freins de la méconnaissance sur les labels. De la part des salariés, de la part probablement des organisations syndicales, de la part probablement des directions d'entreprise. Et je ne peux que faire part de cette déception, alors que certains DRH m'ont indiqué voir dans ces labels une passerelle et une possibilité de rebondir pour eux dans le dialogue avec les salariés, dans les échanges avec les salariés. L'épargne salariale n'est pas pour eux un sujet où il devrait y avoir conflit, mais par contre, ils pourraient utiliser pour passer des messages à tout le monde. Alors ça, je ne sais pas ce que Natacha en pense. Natacha, une réaction? Oui, Cognac, j'ai. Je pense que ce dont il faut prendre conscience, c'est que quand on en arrive à discuter de comment l'épargne va être investie, l'épargne des salariés va être investie, il y a déjà tout un travail en amont sur
la négociation des accords. Encore une fois, c'est quand même des sujets qui sont très techniques. J'imagine que ça n'a échappé à personne, autour de j'allais dire, de notre table virtuelle, que, ces enjeux d'épargne salariale, d'intéressement, c'est pas les sujets qui sont ni les plus faciles à aborder, ni les plus mobilisateurs, dans les entreprises, de part et d'autre. On sait aussi dans quel état sont les directions des ressources humaines dans les entreprises, avec un manque de moyens assez important aussi pour fonctionner. Enfin, on explique, enfin moi je m'explique en partie, comment dire? La qualité du dialogue social, par ce fait-là. Il y a quand même beaucoup de sujets à traiter, et donc quand on en arrive, in fine, qu'on a négocié les accords d'intéressement, qu'on a discuté des enjeux de participation, et quand on en arrive in fine à et finalement dans comment on va investir, cet argent, on est vraiment au bout du round de négociation, et je pense que l'énergie est pas toujours, et peut manquer par rapport à ça. Et puis encore une fois, la méconnaissance autour de ces labels. Il y a tout un tra il y a la question de, quand on est, du côté de la RH comme du côté des représentants des salariés, quels sont les apports des labels finalement? Qu'est-ce qui fait leur spécificité? Il y a évidemment la question de quelle est la performance financière qui est générée par ces labels, parce que pour un certain nombre de salariés, du fait des mécanismes d'abondement qui ont cours dans certaines entreprises, et ben l'épargne salariale, finalement, ça constitue une part importante de leur épargne. Et donc, il y a évidemment cette préoccupation autour de la comment dire? De la performance financière, qui est générée par ces labels. Qu'est-ce qu'ils apportent en plus? Parce que, on sait aussi que dans les équipes syndicales des différentes organisations qui ont créé le label, heu, quand on est, représentant des salariés dans une entreprise, on a souvent des engagements militants aussi à l'extérieur. Donc on peut se dire: «Bah, finalement, moi, en tant que, citoyen, j'ai déjà placé mon argent, sur un livret, responsable, auprès de ma banque. Pourquoi, dans l'entreprise, j'orienterais les fonds, vers tel fonds plus socialement responsable qu'un autre?» Sachant que j'ai parfois des difficultés à voir quel est comment dire? J'allais dire la réalité du socialement responsable, socialement entendu comme environnement, social et de gouvernance, de ces fonds-là. Parce qu'on sait aussi que, il y a des fonds ISR qui finalement ne font que répliquer des indices. Donc on se dit: «À quoi bon?» Donc je pense qu'à côté des freins qui sont identifiés par Martine, il y a aussi cet enjeu de crédibiliser finalement l'apport de ces labels. Alors, c'est sûr que malheureusement, le procès en manque de performance financière malgré une littérature qui est unanime pour montrer qu'il n'y a pas de différence, il y a juste la responsabilité en plus, est quelque chose auquel il faut répondre au quotidien. C'est malheureux parce qu'en fait, la littérature académique, il y a maintenant des centaines d'études qui montrent qu'il n'y a absolument pas de pénalisation de la performance quand on choisit un support responsable. Mais voilà, il faut le redire et c'est normal. Et par ailleurs, effectivement, il faudra et il faut toujours et encore démontrer en quoi ça change quelque chose de choisir un fonds responsable plutôt qu'un fonds classique. Au Forum, nous sommes naturellement convaincus qu'en choisissant, en accompagnant, en investissant dans des entreprises responsables, finalement, on crée du progrès. Mais c'est aussi à nous d'en faire la preuve. Je vois dans les questions une question sur le label Finansol. La question dit le label Finansol a une vocation plus large que l'investissement responsable. Donc, je vais prendre la question. Alors, le Finansol est une association de place qui est dédiée à la finance solidaire. Il y a deux mécanismes en fait quand on s'adresse à la finance solidaire. Il y a d'une part le fait d'avoir des fonds dits 90-10, qui est la modalité la plus générale. Donc 90% du fonds est investi en investissement socialement responsable et les 10% restants sont investis dans des entreprises ou des associations qui visent un impact social d'abord. Donc typiquement, ça va être une association d'insertion par l'activité économique, par exemple.
ou une coopérative qui a un objectif social ou environnemental très affirmé. Ou bien du financement du logement pour les plus démunis via la Fondation Abbé Pierre ou le réseau Habitat et Humanisme. Donc, on a ces fonds 90-10 et puis on a une autre modalité qui est vous avez un fonds classique, mais vous donnez 50% des produits financiers à une cause. Voilà. Ce sont les deux modalités principales de la finance solidaire. La finance solidaire s'est développée grâce à l'épargne salariale parce qu'il y a maintenant 20 ans, a été décidé que il était obligatoire de proposer au moins un fonds solidaire en épargne salariale, et c'est souvent d'ailleurs le fonds qui marche le mieux. Les salariés, pour répondre à ce que disait Natacha Seguin, étant d'ailleurs sensibles au fait que la démonstration se fait facilement de l'impact positif et comprennent bien de quoi il s'agit. Donc voilà pour la question. Donc, le label Finansol fait partie de l'investissement responsable. La finance solidaire fait partie de la finance responsable. Elle ne l'épuise pas, il y en a d'autres formes. Et la volonté du FIR, je pense que c'est celle aussi du CIES, est d'avoir l'intégralité des fonds responsables et pas uniquement un fonds en solidaire. Voilà. Je vois une deuxième question sur le rôle du CIES, ses membres. Est-ce que, Natacha, tu peux réexpliquer finalement ce que c'est que le CIES, qui le sont? Nous l'avons dit rapidement en introduction, mais je pense que tout le monde gagnerait à bien comprendre quelle est l'organisation dont tu es membre. Il faut que je crois que tu es en mute, Natacha. Ouais. Oui, ça peut aider de remettre le micro, effectivement. En 2002, donc il y a 4 organisations, syndicales, donc la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et la CGT qui ont souhaité, enfin qui ont acté le fait que l'épargne salariale, prenait de plus en plus d'importance dans les modes, au sens large de rémunération des salariés et que, cette épargne, devait être utile, en fait, pour porter un modèle, «modèle» entre guillemets parce qu'il y a pas une, comment dire? Il y a pas un c'est pas l'étape de la loi non plus par rapport à ce qu'est une entreprise responsable, mais qu'en tous les cas, il fallait utiliser cette manne financière pour entraîner un mouvement autour, de plus de responsabilités, en termes de politique sociale, en termes de prise en compte de l'environnement, en termes d'organisation de la gouvernance des entreprises. Et donc c'est comme ça qu'est né en fait le comité intersyndical sur l'épargne salariale, avec cette idée que, ces 4 organisations syndicales allaient se mettre ensemble. Il ne vous aura pas échappé que, c'est pas sur tous les sujets qu'on arrive à travailler, facilement ensemble, mais là-dessus, on fonctionne plutôt bien. Donc on n'est pas véritablement une association au sens, de la loi, de 1901, mais on est je sais pas, une organisation, c'est un terme assez générique comme l'a défini, Alexis. Donc on a rédigé un cahier des charges avec, qui comprenait, plusieurs parties. Donc, vous pouvez le trouver d'ailleurs sur le site du, ci-es.org, qui a récemment été mis à jour. Donc avec, comment dire? La réaffirmation que l'épargne salariale, était d'abord l'épargne des salariés. Donc c'était par la négociation collective qu'on devait, discuter, de son utilisation, que, cette épargne devait servir, à la fois, les intérêts, des salariés et d'une manière plus générale, la société. Parce qu'il faut se replonger en arrière, les années 2000, c'était comment dire? La période, d'accélération, de la financiarisation de l'économie. Donc, avec le souhait de ces organisations syndicales d'avoir, de porter une voix un peu, différente sur la place financière. Donc, comme vous le voyez là dans notre cahier des charges, donc on a la réaffirmation
qu'il y a il y a des critères sociaux et environnementaux et de gouvernement d'entreprise, des entreprises qui doivent être assez ambitieux. Donc, quand on labellise un fonds auprès d'un prestataire, on attend du prestataire qu'il nous fasse la démonstration de en quoi, sa politique d'investissement, ses choix d'investissement, sont porteurs, d'exigences, sociales, environnementales et de gouvernement des entreprises. On attend également de lui que, c'est, la manière dont ce portefeuille est organisé, soit compatible avec les exigences, ESG. Donc par rapport à ça, on a aussi des spécifications dans notre cahier des charges. Si possible, parce que ça, on sait évidemment qu'en termes, social et environnemental, c'est un enjeu très, très important, c'est la chaîne de valeur, la chaîne de sous-traitance, puisqu'il y a un certain nombre d'entreprises qui externalisent leurs risques sociaux, et environnementaux chez des sous-traitants, qui les délocalisent. Donc ça, c'est aussi, important. On a une forte, attente aussi dans notre cahier des charges sur les processus de gestion. Donc, on ne peuvent être, labellisés, CIES que, des fonds ou des gammes, qui ont une part importante en termes de gestion active du portefeuille. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de répliquer l'indice ou de confier à un algorithme le choix des entreprises qui vont rentrer dans le portefeuille. Il y a une vraie discussion et une vraie analyse sur la pertinence de la présence ou pas de l'entreprise dans le portefeuille. Alors, j'ai oublié de dire qu'il y a des portefeuilles actions, mais aussi on a aussi des discussions par rapport au monétaire. On demande aux gestionnaires de ne pas investir dans n'importe quelle monnaie. On a évidemment, ça c'est la nouveauté du second, cahier des charges. Enfin, je souhaite une longue vie, donc je ne sais pas si on pourra dire le deuxième dans quelques années, mais du second cahier des charges du CIES, c'est qu'on demande aux gestionnaires de travailler sur, la manière dont, les actions des entreprises, les obligations, s'inscrivent dans la trajectoire de l'accord de Paris. Voilà, en intégrant évidemment la question de la transition juste, parce qu'on a aussi toute une réflexion et selon les, tendances syndicales, on n'en est pas tous au même niveau autour du soutien à telle et telle, énergie, par exemple. Il y a des organisations syndicales dans lesquelles, l'exclusion du nucléaire ou du gaz naturel, est pas évidente. Donc, d'où l'intérêt de la question de la transition juste. C'est qu'au nom de l'environnement, il ne faut pas que comment dire, des salariés de secteurs les plus, impactants sur les questions environnementales se trouvent, complètement mis, au bord de la route. Et ça, c'est un des sujets qui est porté, qu'on porte, avec beaucoup de conviction. C'est la question finalement on a mis ça, GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mais c'est l'idée comment les entreprises finalement accompagnent les salariés, par la formation, par, la veille sur leur employabilité, vers la transformation, écologique de l'économie. Ça, c'est un sujet qui est très, très important pour nous. Et donc le mode de fonctionnement, vous l'aurez compris, c'est qu'il y a ce cahier des charges, et qui permet au fond, enfin aux gestionnaires qui en font la demande, de devoir labelliser des gammes ou des fonds sur le fondement de ce cahier des charges. Et ensuite, tous les ans, en début d'année, on envoie aux fonds qui sont labellisés, CIES, aux gestionnaires de fonds, labellisés CIES, un courrier qui évidemment leur rappelle, à leurs obligations par rapport au contenu du cahier des charges, et qui permet aussi d'avoir un focus, plus actuel. Par exemple, dans le courrier qui a été envoyé début 2021, on demande aux gestionnaires de fonds de porter une attention particulière aux conséquences de la crise sanitaire
que ce soit en termes d'emploi, de redistribution de la richesse, en termes d'utilisation des fonds publics aussi. Est-ce que les prêts contractés par les entreprises, les prêts garantis par l'État, sont utilisés pour redistribuer des dividendes ou au contraire pour investir dans l'outil de production et dans la politique sociale. Donc voilà, ça c'est c'est comment dire, excusez-moi, un des éléments du courrier. L'autre élément du courrier, c'est qu'on porte un focus particulier sur des secteurs d'activités qui nous semblent particulièrement chahutés dans la période. Donc suite au Covid, on a l'aéronautique, l'automobile, la distribution, et on demande aussi aux gestionnaires de fonds de faire des focus sur un certain nombre d'entreprises qui font l'actualité, pas toujours pour de bonnes raisons, et donc de s'assurer que, au-delà comment dire, de leur occupation de la une de la presse économique, elles demeurent assez ambitieuses sur le volet social et environnemental, sans quoi il y en a certaines qui sortiront des portefeuilles. Et autre volet qui est récurrent, celui de l'engagement actionnarial, puisque nos gestionnaires de fonds ont la capacité d'avoir un engagement actionnarial auprès des sociétés qui sont dans le portefeuille, et on leur demande de porter enfin, de voter en tous les cas dans le sens qui est jugé responsable par nos 4 organisations syndicales, notamment des votes sur la présence d'administrateurs salariés, d'administrateurs salariés, pardon, dans les conseils d'administration, l'augmentation de la parité, la question de la rémunération des dirigeants, et ainsi de suite. Donc voilà comment on fonctionne. Et on a pour chacun des gestionnaires de fonds qui sont labellisés, on a des comités de suivi, en fait, qui se réunissent 2 fois par an pour veiller à la mise en application du cahier des charges. Et donc ces comités de suivi sont composés par des représentants des organisations syndicales qui sont membres du CIES. Je ne sais pas si j'ai répondu, ma réponse était un peu longue, à votre question. Merci beaucoup. Juste pour bien, enfin voilà, enfin, rien ne vaut l'expression par le CIES de qui il est, mais vu des sociétés de gestion, Martine Léonard, le label du CIES, c'est comment il est perçu, il sert à quoi Le CIES a été tout à fait pionnier il y a effectivement une vingtaine d'années en lançant ce cahier des charges à la fois intégrant des critères ESG et puis tout simplement avec cette démarche d'un appel d'offres auprès des sociétés de gestion. Ça a été vraiment quelque chose que les sociétés de gestion n'auraient jamais imaginé voir arriver. C'est exigeant, mais bienveillant aussi. C'est-à-dire que il y a une volonté de la part des membres du CIES de faire avancer les sociétés de gestion, d'organiser un partage des compétences aussi, et un partage d'informations. Donc il y a une forme il y a une recherche de collaboration. Il reste que le CIES exerce bien sûr sa vigilance, c'est normal, un label, c'est cela, avec des sujets souvent un petit peu d'avant-garde auxquels les sociétés de gestion ne sont pas préparées, et donc le partage de ce fait est intéressant. À la fois sur les sujets d'analyse ESG et également sur les sujets de vote, parce que il y a souvent une convergence de vues entre les équipes ISR des sociétés de gestion et les points de vue qui sont abordés par le CIES. Merci beaucoup. Une question d'ailleurs qui est revenue immédiatement dans le chat. Est-ce que, Natacha, vous avez la sensation au CIES d'avoir les moyens finalement d'assurer le suivi des sociétés de gestion? Oula,
Heu, on s'y emploie. Après, comme le disait Martine, c'est vrai qu'on a un vrai dialogue avec elle. Moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'on ne regarde pas le monde avec les mêmes lunettes. Donc, il y a tout un enjeu aussi de formation de part et d'autre de la table, parce que nous, on peut avoir le sentiment que parfois, ça n'avance pas assez vite ou que, comment dire? Tous les moyens sont pas mis en fait comment dire? Pour, augmenter, la pression sur certaines, entreprises. Parce que c'est vrai il y a, enfin c'est il y a pas mal d'études qui constatent ça, qu'il y a un manque de culture, économique et financière, parmi les citoyens et parmi les syndicalistes. Donc c'est vrai que pour avoir moi-même souvent embêté, madame Léonard, quand j'étais dans le comité de suivi, des fonds qu'elle suivait, il y avait il y avait des j'étais pas très au fait, en fait, des possibilités qu'a un gestionnaire de fonds pour porter un certain nombre de sujets. Donc de ce fait-là, c'est vrai que c'est assez intéressant, en fait, de confronter les regards. Et par rapport à la question de est-ce qu'on peut peser, j'allais dire que, comme dans les négociations, dans les entreprises, ça dépend aussi des alors je sais que c'est pas un mot qui est très joli, mais du rapport de force qu'on peut avoir, que notre capacité à nous, en tant que CIES, à peser par rapport à des géants de la finance. Sachant qu'eux-mêmes, au-delà de l'ISR, parce qu'ils ne gèrent pas que des fonds pour le CIES, ils ont aussi un enjeu de cohérence de leur stratégie d'investissement. Donc je pense que ça, c'est tout ça que nous, on doit avoir en tête. Mais je pense que depuis 20 ans, il y a eu beaucoup quand même beaucoup de chemin fait auprès de part et d'autre de la table pour apprendre à s'écouter et finalement, à se dire qu'on avance dans le même sens. Après, encore une fois, les équipes ISR que nous, on voit, c'est souvent, les plus engagées à nos côtés et elles aussi, en interne, dans leur propre organisation, elles ont parfois du mal à peser, même si je pense que c'est de moins en moins vrai parce que l'ISR a vraiment pris sa place aujourd'hui. Merci beaucoup. Une autre question dans le chat qui est finalement pratico-pratique. Et au fond, comment sait-on qu'un fonds est bien labellisé par le CIES? Alors, je pense qu'il y a un élément de réponse, c'est si ce n'est pas un fonds d'épargne salariale, il y a peu de chances qu'il le soit. Mais par ailleurs, comment est-ce qu'on peut savoir que si on veut choisir un fonds labellisé par le CIES, comment on peut le faire? Martine Léonard, je pense qu'en tant que praticienne, vous pouvez répondre à la question. Enfin, tu peux répondre à la question. Oui, bah, écoutez, c'est tout simple. Chacun des labels, donc c'est pas seulement valable pour le label CIES, chacun des labels a un site internet et donc il faut aller pointer sur le site internet si le nom du fonds y figure. Et donc là, vous avez la réponse immédiate. Et effectivement, le nombre de gammes labellisées par le CIES est relativement limité. Sans doute, Natacha pourrait-elle donner la précision du nombre de gammes? J'avais en tête qu'il y en avait 13, mais je Il y en me a trompe 11, je peut-être. crois, désormais, d'après la slide qui nous a été Ou transmise. 11, d'accord. Il y a des fusions entre gammes Oui. de mémoire. Et ce qui veut dire qu'en fait, il y a le marché de l'épargne salariale. Alors, vu des gens qui vendent aux entreprises la gamme, c'est-à-dire la tenue de compte et des gammes de fonds, est assez concentré, et donc ce qui couvre en fait l'essentiel des marchés. Par contre, les différentes sociétés de gestion peuvent avoir des fonds labellisés par les CES et d'autres fonds. Et donc, ce n'est pas parce que le teneur de compte est issu de telle ou telle grande société de gestion qui a une gamme labellisée que les fonds le seront. Exact, Alexis. Donc Bien. il y a un enjeu du coup de formation des équipes syndicales pour bien, s'assurer du point que tu viens du point que tu viens de soulever. Ben, bien, ben, il me reste qu'à vous remercier toutes les deux pour votre participation.
C'est l'occasion pour le FIR de rappeler cette semaine pour l'épargne salariale à quel point ce produit financier est important. C'est la première source de détention d'actions en France, loin devant des plans d'épargne en actions qui pourtant s'adressent à un public aisé, alors que là, il couvre l'ensemble des salariés d'entreprise et de très nombreux fonds diversifiés y sont commercialisés. Et donc, pour nous, c'est important de rappeler qu'ils doivent être responsables, que c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire vu de la place de Paris, comme c'est le sens de l'histoire vu des salariés. En tout cas, on a essayé de vous en convaincre. On espère aussi que la rémunération variable des salariés issus de l'intéressement prendra de plus en plus en compte des dimensions différentes que simplement une indexation sur la progression, par exemple, des ventes ou du chiffre d'affaires, mais prendra aussi en compte la performance non financière, environnementale, sociale. C'était le sens du message de ce matin. Vous pourrez retrouver, en tout cas tous ceux qui ont raté l'émission pourront la retrouver sur le site du FIR bientôt. Merci à toutes et à tous et bon appétit.